voyez ce soir que je porte une botte. Elle est jolie, hein? C'est mieux qu'un plâtre. En fait, moi, je fais de la course à pied. Et puis, mais c'est pas comme ça que je me suis blessé. J'ai 2 jeunes enfants. C'est pas de leur faute non plus. En fait, je traversais le boulevard René-Lévesque et je suis tombé dans un nid de poule. Et là, j'en ai pour 6 semaines comme ça. Voilà. Donc, d'habitude, je suis plus en forme, mais je vais essayer de trouver l'énergie en quelque part dans cette récupération-là pour vous divertir ou vous captiver ce soir. Puis là, en fait, je regarde aux gens dans la salle et puis je me dis qu'on a des témoins. Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à la Super Franco-Fête de 1974 dans la salle? Oh, on est en territoire majoritaire, là. J'imagine, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont assisté à un spectacle musical? Bien, il y en avait 112, donc je l'espère. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont visité le Village des Arts, qui était à l'ancienne prison de Québec? Oh, là, déjà, on est en territoire minoritaire. Est-ce qu'il y en a qui sont allés au PEPS de l'Université Laval pour aller voir les compétitions sportives? Il y a 2 personnes. Je vous dirais que c'est un échantillon à peu près représentatif des festivités. C'est-à-dire qu'il y avait différentes dimensions à la Super Franco-Fête, mais il y en a une qui a occupé énormément de place. Donc, je vous remercie d'être là. Je remercie aussi les Archives de la Ville de Québec de l'invitation et à Catherine Ferland, justement, de me donner cette occasion de rappeler cet important moment de diplomatie culturelle dans l'histoire du Québec. L'objectif de la conférence, justement, est de situer la Super Franco-Fête dans le contexte des relations nationales et internationales du Québec des années 1960 et 1970. Et je me suis fié beaucoup à des sources secondaires, des recherches dans les journaux et les photos des archives de la ville pour reconstituer cette présentation ce soir. Le nouveau rôle de l'État pendant la Révolution tranquille. Donc, l'après-guerre au Québec est une période qui est à la fois particulière et ordinaire. Ordinaire parce qu'elle ressemble aux autres sociétés occidentales où on connaît une période de plein emploi, un élargissement des services sociaux dans ce qu'on a appelé l'État-providence et un niveau de consommation inouï. Elle est aussi particulière parce qu'elle entraîne la transformation de l'État provincial, qui était essentiellement comme un gouvernement municipal pendant très longtemps, à l'origine de la Confédération, en instrument de libération du peuple canadien-français, qui, selon plusieurs, ont été marginalisés dans la Confédération de 1867. À partir de 1960, le gouvernement libéral de Jean Lesage adopte la perspective que ses compétences provinciales, dont l'éducation et la culture principalement, s'élargissent au-delà de ses frontières, c'est-à-dire que le Québec peut gérer sa propre diplomatie dans ses sphères de compétences, au-delà de ses frontières. C'est ce qu'on a appelé aussi la doctrine Gérin-Lajoie de 1965. Donc, c'est dans cette perspective que le Québec peut ouvrir des délégations à l'étranger, signer des ententes de coopération culturelle et éducative avec la France et établir des relations avec les anciennes colonies françaises qui, dans les années 60, tentent de se tailler une place sur l'échiquier mondial. Notamment à l'occasion d'une rencontre de planification d'une nouvelle organisation qui se voulait le contrepoids du Commonwealth britannique, qui rassemblait depuis la fin du 19e siècle les pays, les dominions, les anciennes colonies du Royaume-Uni. Eh bien, en 1968, on a une rencontre de planification pour ce nouvel organisme-là, cette nouvelle agence-là, et c'est le Québec qui est invité, et non pas le gouvernement fédéral. Réalité qui est remarquée par un certain Pierre Trudeau, qui s'est dit non, l'invitation la prochaine fois va venir à Ottawa, et non pas à Québec. D'ailleurs, en 1969, lors d'une rencontre subséquente, le gouvernement fédéral a été invité aux rencontres de planification et non pas le gouvernement du Québec. Et cette dispute-là s'est poursuivie jusqu'en 1986 avec l'entente conclue par Brian Mulroney pour que le Québec, le Canada et le Nouveau-Brunswick participent à ce qu'on appelait à l'époque l'Agence de coopération culturelle et technique.
L'organisme a changé de nom à quelques reprises. C'est aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie qui a son siège social à Paris depuis 1970. Le gouvernement fédéral cherche aussi à se tailler une place dans la francophonie émergente pour se définir une espèce de politique étrangère. Depuis le statut de Westminster de 1931, le Canada a le droit d'entreprendre des relations internationales, mais ne sait pas exactement comment affirmer sa personnalité, sa politique étrangère, pour qu'elle soit distincte de celle de la Grande-Bretagne, dont on fait encore partie, et des États-Unis, qui est le principal partenaire commercial depuis la fin du 19e siècle. Donc, la francophonie est une opportunité, d'autant plus que ce n'est pas la France qui peut jouer un rôle de leadership dans la nouvelle francophonie parce qu'elle pourrait se faire accuser de néocolonialisme. Donc, il faut d'autres acteurs et le Québec et le Canada français sont assez bien placés pour jouer un rôle significatif. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est le pays qui, le Canada et le Québec, sont les États qui contribuent le plus à l'OIF après la France. Donc, la mémoire populaire aura retenu ces coups de coude entre Québec et Ottawa dans les rencontres internationale de la francophonie et cette dispute pour porter la voix des Canadiens français dans la francophonie mondiale. Mais on oublie aussi qu'il y a eu des moments de collaboration, notamment à l'occasion ou à la suite de l'élection de Robert Bourassa, qui est un libéral en 1970, et de son homologue fédéral, Pierre Trudeau, élu en 1968. Les deux sont des libéraux, mènent des gouvernements libéraux et cherchent à s'entendre pour occuper une place, tous deux, dans leur sphère de compétences respectives, dans la francophonie émergente. Et la Super Francofête est justement un exemple parlant de cette collaboration-là entre l'État fédéral et l'État provincial. La jeunesse en mutation. Il faut dire un mot sur la jeunesse baby boomer, qui est plus nombreuse, plus instruite, plus libre des contraintes d'une Église catholique longtemps omniprésente au Canada français. Mais les historiens ont apporté certaines nuances à cette idée que la Révolution tranquille avait tout évacué de ce qui était catholique et canadien français. En fait, il y a beaucoup et de larges pans de la Révolution tranquille qui ont émergé au sein de l'Église, notamment au sein de l'Action catholique. Un organisme de jeunes fondé au Québec en 1904 qui visait à inculquer un sens de l'engagement social pour accomplir le travail de l'Église dans la sphère temporelle. D'ailleurs, l'Action catholique permettait des échanges entre jeunes de l'extérieur, certes avec des mouvements semblables en France, mais surtout avec des francophones d'Amérique jusqu'aux années 1960. On peut dire aussi que les jeunes Acadiens et Franco-Ontariens ont bénéficié de cet élargissement de l'État-providence pour faire valoir leur droit d'être instruits dans leur langue. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux étaient la première génération à obtenir en masse un diplôme d'études secondaires en français. La mémoire populaire aura retenu que cette solidarité canadienne-française a été emportée par les États généraux du Canada français, la dissolution de l'Action catholique et la formation du Parti québécois en 1968-1969. C'est pas faux, mais ma thèse doctorale, et je vais faire une plug ici, sur le Richelieu international, apporte une nuance et illustre un autre courant, celui pour maintenir des liens avec la francophonie nord-américaine et inclure les Franco-Canadiens dans les réseaux émergents de la francophonie internationale. Et la Super Francofête est là aussi l'un de ces exemples. Le Festival international de la jeunesse. C'était le nom à l'origine qu'on avait donné à c'était peut-être le deuxième nom, je vais y revenir, à ce rassemblement-là qui était imaginé par la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. On voulait un grand événement pour resserrer les liens entre les pays francophones. Et on a demandé au Canada et au Québec de travailler ensemble en 1972 pour prévoir un grand rassemblement sur son territoire à l'été 1974. Suivant l'expérience heureuse de l'Exposition universelle de 1967, qui a mis en valeur Montréal et le Canada bilingue sur la scène mondiale,
on choisit cette fois Québec pour accueillir la francophonie au Canada français. On imagine au départ des grands jeux de la francophonie. C'était la première mouture du projet pour tenir des compétitions entre athlètes et artistes de 26 pays qui étaient membres de la CCT à ce moment-là. On a recruté un jeune fonctionnaire du nom de Pierre Lefrançois pour diriger la corporation établie conjointement par Ottawa et Québec pour tenir un festival sur 12 jours et qui accueillerait 1600 jeunes de l'étranger et 140 jeunes franco-canadiens des autres provinces. D'ailleurs, quelques mois plus tôt, justement pour remplacer ou occuper la place laissée par la dissolution de l'Action catholique, la Fédération nationale de la jeunesse canadienne-française avait été fondée et établit son siège social à Québec, au sein du bureau de l'Association canadienne d'éducation de langue française. Elle bénéficiait d'un soutien fédéral et a tenu l'une de ses premières rencontres au Festival international de la jeunesse, prévu pour le mois d'août 1974. Le contexte politique immédiat est plus que fébrile, même plus fébrile que prévu en 1972, parce qu'à l'élection provinciale l'année précédente, en 1973, le Parti québécois a recueilli 30 % des voix. Et on a adopté en juin 1974, donc 2 mois plus tôt, la loi sur la langue officielle du Québec, faisant du français la principale langue de fonctionnement et de communication de la province, qui a nourri certaines tensions avec la communauté anglophone et le reste du Canada. Dans ce contexte, les organisateurs du Festival international de la jeunesse ont montré en fait fort peu d'intérêt pour le volet sportif qui était prévu à l'origine et ont accordé beaucoup plus de ressources aux prestations musicales qui, depuis le Stage Show de 1968 et le Festival de la chanson de Granby lancé en 1969, sont devenus des expériences de masse qui font rêver des jeunes à une société plus juste, culturellement et politiquement émancipée. Puisque la CCT veut que le festival soit entièrement consacré à la chanson française, c'est le nom Super Franco-Fête qui se répand, au point de détrôner complètement Festival international de la jeunesse, qui était le nom officiel de l'événement. Il faut dire un mot sur la cérémonie d'ouverture qui aurait pu donner le ton d'un incident diplomatique majeur. Elle s'ouvre le 13 août 1974 par un défilé de délégués. On a beaucoup d'images comme celle-ci dans les archives où des délégués portent des costumes traditionnels. On a ici la délégation de Monaco qui est devant une foule de 8000 personnes rassemblées le long du chemin Saint-Louis, qui est devenu aujourd'hui la Grande Allée. Après que les pays sont tous passés, on a eu la levée des drapeaux devant l'Assemblée nationale. Tout a l'air de bien se passer au départ. Plusieurs pays récemment libérés de la colonisation hissent leurs drapeaux sur la scène internationale pour la première fois ou pour l'une des rares fois. Ça ne sème pas la controverse, sauf qu'on commence à avoir des difficultés lorsqu'on aborde les drapeaux canadiens. L'unifolié canadien avait été créé en 1965. C'est un drapeau qui n'est pas ancien et qui arbore la feuille d'érable, qui est le symbole traditionnel des Canadiens français, mais qui se voulait un symbole de rassemblement et d'unité pour tous les Canadiens, peu importe leurs origines. L'unifolié a été hué au départ, tout comme le discours de Pierre Elliott Trudeau. Ils n'ont pas été appréciés nécessairement. Le Haut-Canada, qui aussi était une chanson historiquement canadienne-française, mais qui comportait tout un autre sens dans le contexte politique des années 1970, a aussi été hué. Et on s'est retrouvé avec, ben voilà, une situation où on avait les drapeaux officiels et un drapeau officieux dans l'arrière-plan. Bienvenue dans Pays le Québec, en tout cas. Alors, je pense qu'on a manqué de place lorsqu'on a essayé de faire la banderole. On a dû réduire le nombre de lettres. Mais voilà, qui semble être plus gros que les autres, ou en tout cas au moins de la même taille. Donc, on se retrouve au cœur d'un incident diplomatique. Mais ce n'est pas le seul. Ça crée une confusion parce que les gens de l'étranger ne sont pas nécessairement au courant
des tensions ou des multiples couches de symbolisme derrière le drapeau canadien ou le drapeau québécois, qui à l'origine était le drapeau des Canadiens français. Il y avait le carillon du Sacré-Cœur aussi jusqu'en 1947. Donc, on s'y perd dans cette symbolique-là, mais pour le public local, on retient beaucoup de messages là, de ces gestes. Ce n'est pas le seul moment de malaise non plus là, dans la cérémonie d'ouverture. En fait, il faut parler d'autres drapeaux, parce qu'il y en avait d'autres aussi qui ont défilé. En fait, en bas ici, est-ce qu'il y en a qui peuvent me nommer le drapeau qu'on a juste ici? On a dit Nouveau-Brunswick. Ah, attendez, monsieur, vous l'avez dit? Bon, c'est le drapeau du Canada jusqu'en 1965. Bien, en fait, il y en a eu 3 versions de ce drapeau-là. On a d'abord eu les armoiries des 4 provinces fondatrices à l'intérieur. C'était complètement invisible, tellement c'était petit. On a plus tard eu les armoiries officielles du Canada, mais avec des feuilles d'érable vertes. Et en 1957, la reine a accepté que les feuilles deviennent rouges. Donc ça, ce qu'on a là, c'est la dernière mouture du Red Ensign, qui a été le drapeau du Canada pendant un siècle. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, en haut? Bon, OK, très bien. Bon, là on se situe. C'est le drapeau de l'Ontario. À quel moment a-t-il été créé? Ce serait logique que ce soit en 1867, mais ce n'est pas ça. C'est plus tard. Devinez, là, c'est comme The Price is Right. Là. Je vais vous le dire si vous avez dépassé. Ben voilà, monsieur. 1965. Y a-t-il une coïncidence entre la disparition de ce drapeau ici, le 14 février 1965, et l'adoption de celui-ci en mai 1965? C'est que l'Ontario avait un gouvernement progressiste conservateur et il n'était pas du tout content qu'on était en train d'effacer des symboles britanniques du Canada, qu'on posait des feuilles d'érable, le symbole des French, partout sur le gouvernement fédéral. Et donc, ce drapeau a été récupéré pour l'Ontario, qui n'avait pas de drapeau avant 1965, mais qui en a créé un pour réconforter la population d'origine britannique qui ne s'identifiait pas à l'unifolié canadien. Et donc, c'était un objet controversé, l'unifolié de 1965. Le Manitoba a fait la même chose d'ailleurs. Mais encore aujourd'hui, les 2 drapeaux de ces provinces-là ressemblent au Red Ensign de 1867. Là, ici, si je vous montre ce drapeau ici, bon, très bien, je suis content que vous le reconnaissiez. C'est le drapeau franco-ontarien. En quelle année a-t-il été créé? J'ai entendu 68, j'ai entendu 80. C'est au plein milieu, c'est en 75. Donc, ce drapeau ici, en août 74, est-ce qu'il existe? Ce qui veut dire que nos Franco-Ontariens puis nos Franco-Manitobains, qu'est-ce qu'ils doivent porter dans le défilé de la Super Franco-Fête? Qu'est-ce que les Québécois comprennent de ces délégués-là qui portent ces drapeaux-là? Que c'est des Britanniques ringards là, qui s'en viennent nous remettre à notre place à Québec. Et donc, l'incident diplomatique canadien, il est là. Attendez. Voilà, à la une du Soleil, le 16 août 1974, Marc Cardinal, qui est un franco-ontarien de 17 ans, dit « On nous aborde comme si c'était la province de l'Ontario là, qui arrivait. » Une franco-ontarienne, Claire Cadieux, dit « En avant du défilé, j'ai eu très peur en traversant la barrière, mais j'étais décidé à ne pas pleurer. » Fin de citation. Donc là, on est devant une situation où les jeunes francophones au Canada ne se comprennent pas du tout. Les franco-ontariens et les franco-manitobains arrivent ici comme des cousins pour prendre un bain de français et on se fait traiter comme le pouvoir colonial. Il y en a plusieurs qui diront avoir regretté avoir fait le déplacement. Mais je voulais vous faire cette parenthèse-là pour vous rappeler que
il y a des tensions, il y a des incidents diplomatiques dès le premier jour, sauf que ce n'est pas ce qui a retenu l'attention par la suite, tellement le reste a été spectaculaire. Il y a des tensions, déceptions, mais ça ne déraille pas le festival de 12 jours. D'ailleurs, le spectacle d'ouverture est le moment qui retient l'attention, à l'époque et encore de nos jours, parce qu'on rassemble sur une scène pour la première fois Robert Charlebois, Gilles Vigneault et Félix Leclerc, qui représentent 3 générations de la chanson québécoise, de la chansonnette française au rock psychédélique. Et on est nombreux. Au départ, on a l'impression qu'on va peut-être rassembler 5 ou 10 000 personnes sur les plaines d'Abraham. Les estimations varient, mais à peu près tout le monde s'entend qu'on était au-dessus de 100 000 à un moment donné dans la soirée. Il y a dans cette foule à peu près 1800 délégués des autres provinces et de l'extérieur du Canada, mais la très, très, très grande majorité des jeunes qui sont là sont locaux ou sont du Québec. Donc, en fait, le spectacle « J'ai vu le loup, le renard, le lion » est devenu tellement important dans la mémoire populaire qu'on oublie parfois que ça s'est passé dans le contexte d'une rencontre internationale de la jeunesse de langue française. Tellement ces jeunes-là étaient importants. Puis ça prend l'allure, évidemment, d'un moment marquant pour le Québec. Les paroles des chansons des 3 auteurs, compositeurs, interprètes ne sont pas anodines, elles ne sont pas partisanes, mais elles comptent généralement un certain caractère politique, que ce soit la violence des autorités dans L'Alouette en colère, l'aliénation collective dans Il me reste un pays, ou bien la fraternité humaine dans Kekan Blues. Le spectacle aussi se tient sur le lieu où le sort des francophones d'Amérique s'est joué en 1759. Et ça a une forte charge symbolique aussi qu'un spectacle entièrement en français se tient sur des terres fédérales qui, en principe ou en quelque part, ont été perdues en 1759. Donc, c'est un testament de la résilience du peuple francophone d'Amérique, une affirmation éclatante de la nation québécoise et de son désir d'autonomie politique, même si on ne comprend rien aux disputes de drapeaux là, qui se sont passées plus tôt dans la journée. Et ce spectacle sera très influent. En fait, il va être imité. Le spectacle événement va être imité carrément à la Saint-Jean de Montréal en 1975. Et c'est devenu une tradition d'avoir un spectacle événement à la Saint-Jean à partir de cette date-là. Donc, c'est un peu la Super Franco-Fête qui a inventé cette tradition-là qui se poursuit jusqu'à nos jours au Québec. Et là, on voit nos 3 hommes. On avait d'autres photos où, en fait, ils étaient un peu loin, où on voyait la scène, mais je pensais que c'était important de les voir tout près. Dans leur jeunesse. Hein? Alors là, ils se préparent. Il paraît que Félix Leclerc était un peu hésitant là, de partager la scène avec Robert Charlebois, qui était un peu imprévisible, en tout cas, qui avait des paroles un peu osées que lui n'aurait jamais osé prononcer, mais finalement, ça s'est très, très bien passé. Puis la foule a adoré. N'est-ce pas, ceux qui étaient là? Oui. En 2024, on a une nouvelle itération de la Super Franco-Fête depuis 2 ans, mais on a retenu l'événement spectacle en soirée. Alors que pendant la Super Franco-Fête, en fait, on avait 112 spectacles variés qui étaient en journée, en soirée, sur divers sites de chacune des délégations membres, donc de chacun des 26 pays qui étaient présents, et même des provinces aussi qui étaient représentées lors des spectacles. Et c'est un modèle qui aura beaucoup influencé le jeune Festival d'été de Québec qui venait de commencer en 68 et qui a repris cette formule-là et qui encore s'en sert aujourd'hui. Donc, deuxième impact important sur la vie culturelle du Québec. On pourrait se demander, dans la version de 2024, en fait, où est le macramé, où sont les échasses, parce qu'il y avait d'autres volets à la Super Franco-Fête. Ils ont disparu de la mémoire populaire, mais je vais les rappeler ce soir. Il y avait aussi un village des arts qui avait été érigé à quel endroit?
la cour de la prison, voilà. Où le savoir-faire en tissage, en art du feu, en ébénisterie, en peinture, en sculpture de 26 pays sont exposés. Et ça a permis à la population de Québec et du Québec de voir, de rencontrer. Je veux dire, on peut lire les visages ici, on est captivé, curieux, perplexe parfois. Faut comprendre que la diversité culturelle est beaucoup moins présente à cette époque-là qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'immigration au Québec provient essentiellement de l'Europe de l'Ouest et un tout petit peu des pays francophones émergents, mais pour une élite très restreinte. Parce que jusqu'en 1965, le Canada avait un système d'immigration qui était par points. On avait des points par pays en fonction là, des nationalités désirables. À partir de 1967, c'est plutôt le système... c'est un système qui valorise l'instruction avancée, qui fait en sorte que l'élite instruite de plusieurs pays du monde finisse par s'installer au Québec et au Canada à partir de la fin des années 1960. Mais à cette époque-là, c'est encore beaucoup de nouveautés, c'est une curiosité. Et puis, c'est comme si le monde rendait visite à la population de Québec. D'ailleurs, les familles ont été nombreuses. Est-ce qu'il y en a qui ont accueilli des délégués chez eux, dans leur famille? Il y en a eu 600 familles qui ont accueilli des délégués, des jeunes délégués qui sont venus rester chez eux. Puis là aussi, on le voit, il y a eu des rencontres intimes, très personnelles, entre gens de cultures parfois fort différentes et qui ont pu se découvrir mutuellement. Ça aussi, c'était une première. Et une très grande ouverture sur le monde en restant chez soi, ce qui était totalement inusité pour l'époque. Donc, on permet aux visiteurs de découvrir l'artisanat de la francophonie mondiale. On a aussi présenté une... bon, ici, on voit un artisan à l'œuvre, probablement de l'Afrique de l'Ouest, mais on ne dit pas de quel pays. On propose aussi une rétrospective du cinéma de langue française. Donc, on diffuse 35 films qui sont représentatifs du répertoire. Il y en a un en particulier qui a attiré, il y en a au moins 2 qui ont attiré l'attention, parfois qui étaient financés par des fonds publics. Un film dépeignait des Acadiennes comme des faiseuses de petits et des bûcherons canadiens-français comme des crétins. Film qui était vertement critiqué par le Devoir. D'ailleurs, le texte de certaines des représentations théâtrales n'ont jamais été rendus publics, tellement ça choquait la population. Hein? Parce que il y a une différence entre vulgariser sa culture et présenter des stéréotypes et nourrir de l'intolérance, n'est-ce pas? La ligne peut être fine parfois. Donc, on n'a pas toujours réussi dans chacun des volets de la Super Franco-Fête. Il y en a qui ont participé. Je pense qu'on a trouvé 2 personnes dans la salle qui ont vu des épreuves sportives. Donc, il y en a eu sur 2 des 12 jours. N'est-ce pas? C'était censé être le cœur du festival, puis là, finalement, ça a été réduit à une peau de chagrin. Sur 2 des 12 jours, il y a eu des compétitions de course, des lancers, des luttes sur échasse et des parties de ballons volants. Il y a environ 1,2 million de personnes qui ont participé à au moins une manifestation. Je vais me corriger. Il y a eu 1,2 million d'entrées aux événements. Il y a des gens qui ont participé à plus d'un événement, mais quand même, c'est beaucoup. Donc, 1,2 million d'entrées pour les différentes prestations, activités du festival. Il y en a eu combien pour le volet sportif, vous pensez, sur ces 1,2 millions-là? 20 000, on l'a dépassé, là. Il y en a eu 15 000. Il y en a eu 15 000. Tout ça pour dire que ça n'a pas été diffusé à la télé. C'est la dimension qu'à peu près tout le monde a oubliée. Mais il y a eu un volet sportif. La CCT a été un peu déçue de voir que ça occupait aussi peu de place et se sont dit on va devoir créer des jeux de la francophonie plus tard, qui seront distincts, où l'épreuve sportive sera mise de l'avant. Mais il faudra attendre jusqu'en 1989 pour que les premiers Jeux de la francophonie soient tenus. Le Canada les a accueillis à Ottawa Hall en 2001. Est-ce que le Québec a déjà accueilli les Jeux de la francophonie? Je ne pense pas. On a accueilli des sommets, mais pas les Jeux. Pour conclure,
C'est quand même spécial, hein? Il est mignon comme petit garçon. Oui, c'est ça, Saint-Jean-Baptiste, hein? Oui. Il y a un héritage qui est très important à la Super Franco-Fête. C'est peut-être les jeunes franco-canadiens qui ont les moins beaux souvenirs, ceux d'une jeunesse québécoise effervescente, inspirante, mais un peu insensible à leur réalité particulière. D'ailleurs, dans les mois qui suivront, la Fédération nationale de la jeunesse canadienne-française décidera de quitter Québec et de mettre son siège social à Moncton, et même d'exclure le Québec de son CA, situation qui perdure encore aujourd'hui. Le gouvernement de René Lévesque tâchera de réparer les pots cassés en tenant les rencontres francophones annuelles à partir de 1978, mais il y a une espèce de méfiance qui est demeurée après cet incident diplomatique-là, le 13 août 1974. À Québec, les gens se rappellent surtout d'une météo clémente, l'absence d'incidents sécuritaires, d'un festival qui a marqué les esprits par son exotisme, sa joie, sa fraternité. Ça a inspiré des gens à s'engager dans la francophonie mondiale, comme un jeune Clément Duhaime, qui vient à la rencontre de la francophonie de Trois-Rivières pour la première fois et qui a gravi les échelons pour devenir délégué du Québec à Paris en 2000 et numéro 2 de l'OIF de 2005 à 2015. C'était une vitrine sur Québec comme destination de choix pour des événements internationaux. D'ailleurs, la francophonie est revenue à Québec. En quelles années pour les sommets? 87, qui était l'année de l'accord du Lac-Meech. Même la reine est venue cette année-là, puis a seulement parlé français. Et quelle autre année? 2008, à l'occasion du 400e. Donc, une vitrine importante pour Québec. Diplomatiquement, le legs est que la francophonie est restée un dossier partagé entre l'État fédéral, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui est une espèce de compromis canadien comme nous seuls savons en faire. Voilà, une situation qui perdure encore aujourd'hui, cette coexistence-là au sein des instances de la francophonie mondiale. Je vous remercie de votre attention. On aura une période de questions par la suite, mais j'aimerais d'abord céder la parole à David Tremblay. David Tremblay, dis-je, qui est archiviste aux Archives de la Ville de Québec. Donc, je vous remercie. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est David Tremblay. Je travaille comme archiviste aux Archives de la Ville de Québec et l'idée de cette brève présentation, c'est de faire un lien entre les archives de la Ville puis le sujet de ce soir présenté, que nous a fort intéressamment présenté M. Dupuis. L'idée, c'est de faire un lien donc entre les archives de la Ville et la thématique de la soirée, qui est donc la Super Franco-Fête. Alors, aux Archives de la Ville de Québec, on a beaucoup de documents institutionnels, que ce soit là, des procès-verbaux, des photographies, des résolutions, des règlements, des avis publics, des rôles d'évaluation. Donc, on a beaucoup de documents produits par l'administration, mais pour faire un portrait de l'histoire de la Ville qui soit beaucoup plus complet, pour bien montrer l'histoire de la Ville et l'histoire de l'évolution de sa vie, de comment les choses se sont passées de façon un peu plus claire, un peu plus complète, l'idée, c'est de faire de l'acquisition de fonds d'archives privés auprès d'associations, auprès d'individus qui viennent enrichir, bonifier le contenu, puis permettre d'offrir finalement aux citoyens et aux chercheurs un portrait plus complet de l'histoire municipale de Québec. Alors, ça fait un portrait, finalement, une collection la plus complète. Et les images et la Super Franco-Fête en général, ça est très bien illustré par ces éléments-là parce qu'on a à la fois des documents provenant des photographes de la Ville de Québec qui ont été très présents lors de l'événement, ainsi que des documents qui ont été remis par différents donateurs au fil des ans, des citoyens, des organismes, des entreprises. Et ça permet de bonifier la collection de photos que nous avons au sujet de la Super Franco-Fête. Par exemple, alors tout d'abord, donc, dans la collection de photographies de la Ville de Québec, il y a environ 250 photographies prises par les photographes de la Ville lors des 12 jours qu'ont duré la Super Franco-Fête, donc du 13 août au 24 août. Par exemple, voici cette photographie, par exemple, où on voit finalement, c'est un atelier de danse qui se passe là, sur la Seine, je pense, peut-être probablement sur les plaines d'Abraham.
Donc, une photographie parmi les 250, en voici un exemple. Donc, et par la suite, donc, au fil des ans, on va faire l'acquisition de différents fonds d'archives qui vont venir bonifier notre collection de photographies. Tout d'abord, le fonds de la famille Vallière, en fait, qui vient de... en fait, c'est la belle-fille d'un monsieur qui s'appelait Philippe Vallière, qui avait citoyen de Québec, qui était comptable et analyste financier, puis à ses heures, il était photographe amateur, vidéaste aussi. Alors, dans la collection de documents que nous a remis sa belle-fille Suzanne, il y a notamment des films familiaux, plusieurs photographies et 11 photographies prises lors de la Super Franco-Fête. Et une de celles-ci, qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est le défilé dont a parlé M. Dupuis tout à l'heure. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on voit le nom du pays, la Haute-Volta. Alors, je suis allé fouiller qu'est-ce que c'était finalement la Haute-Volta. C'est le nom de la République de la Haute-Volta. C'est ce qui est devenu en 1984 le Burkina Faso. Alors, voilà une des photographies prises par M. Philippe Vallière. Ensuite, il y a un autre citoyen, quelques années plus tard, en 1998, Jacques Archambault, qui a donné un certain nombre de photographies à la ville. Et là-dedans, il y avait 20 photographies de la Super Franco-Fête. Et en voici une ici qui nous montre là, une des scènes, je pense, qui était située tout près du Parlement de Québec. Et on voit finalement, encore une fois, un spectacle de danse africaine qu'on a vu précédemment sur la photo qui provenait du corpus des archives de la ville. Alors là, grâce à un citoyen finalement qui a pris ces photos, un photographe amateur qui, quelques années plus tard, a fait don à la ville, bien, c'est venu encore là enrichir notre collection. Un autre citoyen encore qui a donné, lui, beaucoup plus de photos, qui a donné des centaines, peut-être même 1000 photos, M. Gérard Donnelly, petit-fils, je pense, d'un pompier de la ville de Québec, en 1989, qui nous a fait don de plusieurs photos de très bonne qualité. Des fois, les photographes amateurs peuvent arriver à faire de très belles choses. Il nous a donné des photographies, essentiellement des diapositives. Et la photographie qui est prise ici est prise à la Seine, là, tout près du Parlement de Québec. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous ramène en jeunesse quand on voit ces bons vieux autobus verts de la CTCUQ. Probablement que ça va vous rappeler quelques souvenirs, ces bus qui étaient assez bruyants. Alors, grâce à cela, encore une fois, le don d'un citoyen là, qui permet de bonifier là, la collection de la ville. Ensuite, une acquisition beaucoup plus considérable qu'on a faite en 2011, c'était André Boucher, qui a été photographe au Soleil dans les années 70 jusqu'en 1981. Et il nous a donné des dizaines, c'était des négatifs, des dizaines de milliers de photographies qu'on a reçues de la part là, de ce photographe professionnel, cette fois André Boucher, en 2011. Et une des photographies que j'ai choisi de vous montrer, c'est qu'on voit un peu, comme tout à l'heure dans la présentation de M. Dupuis, on a Robert Charlebois, on a Gilles Vigneault et Félix Leclerc dans l'après-midi du spectacle, avant le spectacle. Et à leur droite, vous aurez reconnu le Raymond Lévesque qui est avec eux. Là, donc, ils sont sur la scène en train de se préparer. Là, ils sont pas en tenue spectacle. Alors, on les voit là, dans l'après-midi, encore là, grâce au don que nous a fait le monsieur André Boucher, photographe. Ensuite, une grande collection qu'on a dans les archives de la Ville de Québec, la collection Yves Beauregard, qui est historien, collectionneur, éditeur, directeur de la revue Capot Diamant, un grand collectionneur qui a donné à énormément de centres d'archives et d'organismes au Québec. Et il a fait un grand don à la Ville de Québec en 2018, à la fois de documents textuels et de photographies. D'ailleurs, son don est maintenant même cité comme bien culturel. Et parmi tout cela, Yves Beauregard avait 250 diapositives de la Super Franco-Fête qu'il nous a remis là, parmi toute sa riche collection. Et on voit ce dont a parlé tout à l'heure M. Dupuis, les échassiers, qui, si j'ai bien compris, venaient de Belgique. Si j'ai bien compris, c'était de... Pas ceux-là. Ah, vous connaissez mieux que moi. Ah ouais, d'accord. Ah ben merci beaucoup. Ah ouais, d'accord. Ah oui, de Charlevoix, un peu avant le Cirque du Soleil, finalement. Et ensuite, le fonds, peut-être le fonds d'archives le plus grand que nous avons acquis de toute l'histoire de la ville, c'est les archives photographiques du quotidien Le Soleil, quotidien qui existe depuis 1896, qui est encore publié. Nous avons acquis leurs archives photographiques datées de 1969, environ 2002, donc sur une trentaine d'années. Et dans ces photographies-là, il y a environ une centaine de photographies de la Super Franco-Fête parmi, là, c'est un don de plus de 100 000 photographies que nous avons reçues là, de la part du quotidien Le Soleil. Puis une des photographies prises par le photographe André Boucher, encore une fois,
qui travaillaient au soleil, c'est lors du fameux spectacle, là, dans la soirée, j'ai vu le loup, le renard, le lion avec Gilles Vigneault, Félix Leclerc et Robert Charlebois. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans une boîte d'archives ici, on a la photo originale là, qui se trouve, là, si vous voulez venir la voir. Là, donc, finalement, la Super Franco-Fête illustre qu'on peut avoir à travers les archives de la ville, là, à la fois des documents produits par la ville institutionnellement, mais également des documents qui sont reçus de la part de différents donateurs qui viennent enrichir et bonifier notre collection pour le plus grand bien des archives. Alors, je vais vous la sortir ici. La photographie originale du spectacle, et j'en ai quelques autres aussi, si vous voulez venir les voir. La voici, la photo originale là, des trois protagonistes. Le soir du 13 août 1974, j'ai vu le loup, le renard, le lion. Voilà, merci beaucoup.